Quels sont les dispositifs mis en place pour accompagner les élèves 10 dans leur scolarité? Nous allons en découvrir un dans cet épisode. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie! Il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose une interview de Chantal Water, enseignante spécialisée dans un lycée général privé. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera surtout. Bonjour Chantal. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors, je suis professeure de mathématiques depuis plus de 20 ans. J'ai eu l'occasion de travailler dans des collèges, des lycées professionnels tout au long de ma carrière. Et moi, je suis celle qui réconcilie avec les maths. En fait, c'est ça qui me plaît le plus, c'est voir les élèves qui détestent souvent les mathématiques, qui sont en difficulté avec les mathématiques, se réconcilier avec cette matière. Et les voir réussir me donne toujours de plaisir, de joie. Et peu à peu, dans ma carrière, je me suis intéressée de plus en plus aux élèves en difficulté avec des troubles de l'apprentissage. Donc je me suis spécialisée d'abord dans les troubles de l'apprentissage et petit à petit, au fil du temps, je me suis spécialisée dans les situations de handicap. D'accord. Et maintenant, c'est mon nouveau métier. Depuis 3 ans, je suis enseignante spécialisée dans un lycée. Super. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, pouvez-vous nous parler du dispositif qui est installé dans votre établissement, s'il vous plaît? Ce dispositif s'appelle le dispositif ULIS. ULIS, ça veut dire Unité localisée d'inclusion scolaire. D'accord. Donc, c'est un dispositif, et j'en tiens bien au mot, c'est pas une classe. On reçoit environ entre 10 et 12 élèves dans l'idéal. Ces élèves sont tous en situation de handicap. Et l'objectif du dispositif, c'est de les accompagner dans leur scolarité. Donc, chaque élève est scolarisé dans sa classe. Donc, ils ont chacun une classe qui correspond à leur âge. Et souvent, à cause du handicap, ils sont en décalage sur certaines matières, sur l'autonomie, tout ce genre de choses. Et l'objectif avec le dispositif, c'est de les faire progresser dans les matières, donc toujours poursuivre l'apprentissage, quel que soit leur niveau, leur faire acquérir l'autonomie personnelle et scolaire, travailler leur orientation, et les accompagner dans tous les gestes du quotidien. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas forcément de temps dédié dans ce dispositif, ou s'il y a vraiment un moment où ils doivent venir là? Ça va dépendre de l'élève. D'accord. C'est vraiment une scolarité qui va être adaptée, personnalisée. Donc effectivement, parfois, il y a des temps d'enseignement dans le dispositif, dans la salle qui est dédiée. Et parfois, il y a des temps d'enseignement dans leur classe. C'est vraiment en fonction des besoins des élèves et de leurs particularités. D'accord. Alors justement, quel est votre rôle et votre mission au quotidien dans ce dispositif? Les missions sont multiples. Donc, elles sont autour de 3 grands axes. Donc, avant tout, je suis enseignante. Ok. Ça, je reste professeure. Donc, ça veut dire que mon rôle, ça va être d'enseigner à ces élèves à besoins éducatifs particuliers en utilisant des pédagogies adaptées, en essayant de trouver des solutions pour contourner les problèmes, les difficultés. Donc, en fait, je suis un peu la bricoleuse de la pédagogie. D'accord. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, les temps d'enseignement, ils peuvent se faire, donc je disais, dans la salle du dispositif. À ce moment-là, je suis seule avec les élèves. Pas les 10-12 en même temps. Ça peut être seul, en petits groupes, etc. Et souvent, le plus souvent possible, j'essaie d'aller, moi, dans les classes. D'accord. Dans les classes, parce que l'objectif en lycée, c'est vraiment avoir une inclusion quasiment totale dans les classes. Et à ce moment-là, on va enseigner à 2 professeurs. Le professeur de la classe et moi qui vient en complément. Voilà. Donc, pour aider les élèves du dispositif, mais pas que. Parce que ma deuxième mission, c'est aider les équipes pédagogiques à évaluer les besoins des élèves qui sont en difficulté. C'est-à-dire essayer d'analyser ma certification, donc le KPI que l'on passe pour devenir enseignant spécialisé, m'assure une certaine expertise dans l'analyse des besoins. Et donc, j'aide les équipes à évaluer les besoins des élèves. D'accord. Pas forcément en situation de handicap. Voilà. Pour toute difficulté, dès qu'on m'alerte, je vais observer et aider les équipes.
Super. Et enfin, je suis personne ressource dans l'établissement, c'est-à-dire je porte, en tant qu'enseignant spécialisé, l'éducation inclusive, c'est-à-dire parler de tout ça, avoir un regard bienveillant sur le handicap et dire que c'est possible, que les élèves peuvent suivre dans une scolarité ordinaire. Dans notre jargon, l'école classique, ça s'appelle l'école ordinaire. Et voilà, donc cette partie-là, elle me demande beaucoup de communication avec mes collègues et des partenaires extérieurs aussi. D'accord. Et je crois bien, la petite particularité aussi de l'établissement, c'est que c'est un lycée général. C'est ça. En fait, dans mon établissement, donc un établissement privé des Landes, nous sommes à la fois lycée professionnel, donc avec des formations pour bac pro, CAP, etc., mais aussi le lycée général. D'accord. Et dans le dispositif, j'ai tenu absolument à l'ouvrir au lycée général. Et ça marche bien. J'ai 3 élèves actuellement dans le lycée général sur 11 élèves dans le dispositif qui suivent une scolarité mais plutôt en réussite, je trouve. Ils s'en sortent très très bien. Super. Donc là, ce qui est bien, c'est comment ils sont mélangés quand ils se retrouvent dans le dispositif. Absolument. Donc en fait, dans le dispositif, ils sont mélangés. J'ai des âges différents, des formations différentes, des handicaps différents. Ouais. Parce que, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le dispositif peut accueillir des élèves avec des handicaps multiples, mais avec des besoins quasiment identiques. D'accord. Voilà, donc ça dépendra du handicap. Donc par exemple, j'ai évidemment des élèves avec des troubles dyslexiques, dyspraxiques, etc. Assez sévères, mais j'ai aussi de jeunes situations de handicap neurologique, psychiatrique, des enfants avec des troubles du spectre de l'autisme. Voilà. Ok, donc c'est plutôt varié en tout cas C'est dans le varié. dispositif. C'est ça. Donc vous avez parlé un petit peu de collaboration avec différents professionnels. Donc bien évidemment les professeurs qui se trouvent dans l'établissement. Mais est-ce que vous travaillez du coup avec d'autres professionnels ? Oh oui, alors déjà avec les professeurs, c'est le cœur du métier pour essayer, voilà, mais ça c'est en interne, hein, c'est normal, ça fait partie du travail d'enseignant. Je travaille toujours au sein de l'établissement avec une équipe d'AESH, donc ce sont les assistants des élèves en situation de handicap. Je travaille beaucoup avec l'infirmière scolaire, évidemment, son regard est précieux. Et ensuite, il faut aussi travailler avec tous les adultes de l'établissement pour accueillir ces élèves particuliers. Donc, je pense à la vie scolaire, aux éducateurs, etc. Mais aussi au personnel d'entretien, de cantine, parce qu'on les accompagne vraiment dans tous les moments de leur scolarité. Ensuite, bien sûr, on va travailler avec les parents. Les parents sont les spécialistes de leurs enfants. Voilà. Et donc les parents d'enfants qui ont ces besoins particuliers. Donc les parents d'enfants qui ont ces besoins particuliers, mais aussi les parents des autres élèves de la classe pour essayer d'expliquer au maximum quel va être l'impact de l'arrivée de cet enfant dans cette classe. En général, ça se passe toujours très bien. Donc voilà, donc les parents. Et ensuite, évidemment, il y a tout le pôle médico-social. Donc, je travaille avec les ergothérapeutes, les psychothérapeutes, les éducateurs spécialisés, les CESAD, donc c'est les équipes de soins à domicile, avec l'enseignante référente du secteur. Voilà, donc mes collègues des autres établissements. Voilà. Et enfin, il y a un dernier pan, c'est pour les élèves qui font des stages. Donc, que ce soit au lycée professionnel, évidemment, les stages sont absolument obligatoires, mais au lycée général aussi. Il y a le stage de seconde qui est obligatoire maintenant. Et donc mon rôle, c'est d'aller dans les entreprises, expliquer les besoins de l'élève, l'accompagner parfois dans les stages, sur le lieu de stage pour aménager son poste de travail. Voilà. Donc il y a un gros travail en tout cas de sensibilisation à plein de niveaux différents. C'est ça. Alors maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est comment les élèves arrivent dans le dispositif. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la marche à suivre ? La marche à suivre pour arriver dans le dispositif. Alors, déjà, tous les élèves sont en situation de handicap et reconnus. D'accord. Donc, la première étape, c'est d'avoir fait un dossier de reconnaissance de handicap à la maison départementale du handicap. Ensuite, il y a une commission dans cette maison du handicap qui va statuer sur les compensations à mettre en place pour les enfants. Et c'est cette commission-là qui va dire, oui, cet enfant va, dans le dispositif Ulysse, mais il en existe d'autres, va en enseignement adapté, donc en SECPA, ou va en IME, donc là, c'est plutôt les instituts médico-éducatifs. Voilà, donc c'est la commission qui décide. Et ensuite, c'est une inscription classique dans un établissement normal. Voilà, donc c'est une double...
D'accord. double Oui, donc c'est voie. important quand même de faire le chemin dans le bon sens, quoi. Oui. Du coup, sinon, il se passe rien. Donc, vaut mieux le faire dans le bon Sans sens. reconnaissance de handicap, on n'intégrera pas un dispositif de ce genre. D'accord. Et est-ce que ça vous arrive, donc en allant dans les classes, parce que vous avez besoin d'analyser les besoins de l'élève, de remarquer qu'il y a d'autres, du coup, finalement, élèves qui auraient besoin, mais qui ont, du coup, pas fait le chemin de reconnaissance? Alors, aussi curieux que ça puisse paraître, on s'imagine qu'au lycée, l'enfant est déjà grand. Enfin, nous, on le récupère, ils ont 14, 15 ans. On s'imagine qu'un enfant en situation de handicap a fait déjà tout le parcours avant et qu'il a été déjà reconnu, etc. Mais pas du tout. Il nous arrive encore chaque année d'avoir des élèves, effectivement, qui ont un trouble ou un handicap et que l'on détecte à leur arrivée au lycée. Donc là, c'est d'autant plus compliqué parce que pour faire cette reconnaissance de handicap, il faut faire plein de démarches auprès des médecins, auprès des psychothérapeutes, des neuropsys, des psychologues, etc. Et à cet âge-là, c'est compliqué d'avoir des rendez-vous. D'accord. Voilà, pour faire des bilans. Et voilà. Après, la démarche est un peu longue. Elle prend quelques mois. Et c'est parce que... Alors, il y a peut-être les deux cas de figure aussi. C'est soit parce que l'élève le sait, mais qu'il n'a pas voulu faire cette reconnaissance, soit qu'il ne le sait pas et en fait, il compense énormément. C'est ça. D'accord. En fait, souvent, l'élève sait qu'il n'est pas comme les autres, parce qu'il le ressent très fort quand même. Hein. Mais il compense. Il compense et pour l'instant, ça a marché comme ça. Donc l'école, le collège, etc. Parce qu'il faut quand même réaliser que ces enfants-là, même s'ils sont en situation de handicap, ils sont d'intelligence normale. On ne parle pas de déficience mentale, ça c'est encore autre chose. Donc ils ont trouvé des solutions pour compenser. Mais arrivé au lycée, tout le monde sait que la marche au lycée, elle est un peu grande à franchir, de la 3e à la 2e. Et là, ils s'aperçoivent que on commence à être en difficulté, à être très fatigué. Et donc à ce moment-là, on s'écroule un peu et c'est là que nous, on intervient. D'accord. Et du coup, quand c'est comme ça, est-ce que vous en parlez avec les élèves donc, que vous avez repérés ou pas du tout, vous les laissez Si. Ouais. C'est mon travail, c'est la conscience professionnelle aussi, c'est mon travail d'arriver à les aider. Déjà, j'en discute avec les élèves, avec les enseignants, donc toute l'équipe de la classe. Et en partenariat avec le professeur principal, on discute avec les parents. D'accord. Et est-ce que c'est arrivé depuis que vous avez mis en place ce dispositif qu'il y a eu un élève qui ait réussi à rentrer dans le dispositif parce que vous avez repéré justement ces difficultés en cours de route? Alors oui. Ok. Oui. Ça prend du temps. Oui. Ça prend beaucoup de temps, ça prend toute une année scolaire. Mais oui, on a repéré quelqu'un et il a finalement intégré le dispositif et maintenant ça va beaucoup mieux. Et du coup, vu qu'il n'y a pas forcément trop de temps au lycée, normalement on y reste 3 ans, est-ce que si vous repérez un élève, mais que effectivement vous savez que ça va prendre trop de temps, avec les professeurs, vous arrivez à faire en sorte que ça se passe mieux pour lui? Alors oui, parce que bien sûr, il existe d'autres aménagements. Hein. Même si on n'a pas de reconnaissance de handicap, il existe d'autres aménagements, notamment pour les examens. À chaque fois, c'est l'équipe qui va évaluer les besoins de l'élève. Et on remplit des papiers administratifs. Hein, je ne vais pas expliquer tout le processus là, c'est un peu barbare. Mais on arrive à trouver des aménagements d'examen en partenariat avec le médecin scolaire. D'accord. Voilà, qui doit valider à chaque fois ce que l'on met en place. Ok. Mais ça évite quand même de faire tout le chemin de reconnaissance ça du évite, handicap. Mais c'est pas suffisant. Parce qu'avoir une reconnaissance de handicap, pour certains handicaps, je parle par exemple de la dyslexie sévère, ça permet aussi d'avoir d'autres compensations, comme avoir un ordinateur. Enfin, il n'y a pas que le dispositif Ulysse. Il y a aussi d'autres aménagements très utiles qu'on peut obtenir uniquement avec une reconnaissance de handicap. D'accord, ok. Maintenant, j'aimerais savoir pour quelles raisons avez-vous décidé d'occuper ce poste? Alors, la raison, elle est plutôt très personnelle. Très personnelle parce que d'abord, je suis dyslexique moi-même. Donc, j'ai eu une scolarité totalement classique. J'ai beaucoup compensé, comme beaucoup de filles. Chez les filles, la dyslexie se repère moins facilement que chez les garçons. Donc déjà ça, j'ai senti tout de suite que moi, je ne fonctionnais pas comme tout le monde et qu'il me fallait plus de temps, plus de travail. Malgré tout, je suis prof. Donc, c'est un message aussi d'encouragement. Ouais. Par contre, ce qui m'a beaucoup fait évoluer dans ma façon de réfléchir, c'est mon fils aîné. Donc, mon fils aîné a 25 ans maintenant.
Il est multidys, il est dyspraxique, dysorthographique, dyslexique et dysgraphique. Ok, ça fait un beau panel. Ça fait, voilà, je l'appelle le 10 sur 10. et après, il a des troubles du spectre de l'autisme très légers, mais malgré tout, il y en a. Et donc, quand on a eu cet enfant, c'était notre premier petit garçon, comme tous les parents, mais on n'a pas découvert tout de suite qu'il était différent. Parce qu'on n'avait pas de recul, pas de façon de comparer, etc. On a connu le parcours du combattant, que je pense beaucoup de parents rencontrent encore. Donc, connu le parcours du combattant du diagnostic. Ce diagnostic, il a été posé tardivement, vers 7 ans. Et je voyais mon petit garçon malheureux, avec déjà beaucoup de problèmes psychologiques à cause de cette différence. Et ce parcours-là m'a donné l'envie de m'impliquer d'abord dans une association. D'accord. Voilà. Donc, j'ai commencé à rencontrer d'autres parents, à expliquer, etc. Tout ce parcours, parce que le mien grandissait, adolescent, trop tard pour moi, trop tard pour trouver de l'aide pour mon fils. Ça a été, voilà, j'ai préféré partager ce parcours et donner des astuces pour les futurs parents. Et petit à petit, dans l'association, j'ai rencontré plein de jeunes super intéressants. Et je me suis dit, mais bon sang, il faut que je m'implique davantage dans mon métier. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, les élèves en difficulté, ça a toujours été mon credo. J'adore. Mais je me suis dit, non, mais il faut que tu ailles plus loin, Chantal. Il faut que tu ailles vers le handicap. Et voilà. Donc, je progresse depuis 3 ans. Pour l'instant, j'en suis dans un dispositif Ulysse qui est au sein d'une école ordinaire. Donc, et mon vœu le plus cher, c'est d'aller plus loin. Donc, d'aller dans des instituts médico-éducatifs avec des handicaps beaucoup plus lourds. Et voilà. Donc ça aussi apporté un peu la pierre à l'édifice. C'est ça. Après avoir eu ce long parcours un peu douloureux. Du coup, tout le long de votre parcours avec votre enfant, après le diagnostic vers l'âge de 7 ans, vous avez trouvé aucune ressource, en tout cas pour échanger avec d'autres parents ou être soutenu tout le long du chemin? Alors, sur l'instant, au moment du diagnostic, non. Mais en même temps, je n'en ai pas fait la recherche. D'accord. Avec mon ex-mari, on a pris le diagnostic de plein fouet. Ça a été compliqué. Maintenant, je suis enseignante. Donc moi, j'avais déjà trouvé des moyens de compensation pour mon fils, pour le faire évoluer dans sa scolarité. Il a eu une scolarité classique, avec beaucoup de difficultés, avec des périodes sombres dans sa scolarité. Mais il s'en est sorti. À quel prix, ça, évidemment. Et c'est pas à ce moment-là que j'ai eu besoin de me tourner vers les associations. J'aurais dû. Certainement, j'aurais trouvé de l'aide. C'est après. D'accord. C'est après. Après, voilà, mon fils a 25 ans. Et il va bien aujourd'hui? Il va très bien. Mais avant, il n'existait pas autant de dispositifs, de renseignements, d'aide pour les enfants en situation de handicap. Donc c'est vrai que à cette époque-là, on était un petit peu isolés et voilà. Il va très bien aujourd'hui. Il va très bien pour quelqu'un à qui on a dit tout au long de sa scolarité, tu n'arriveras jamais à faire le métier que tu veux. Il a réussi et plutôt parfaitement. Donc c'est encore un beau message d'espoir. Oui, c'est une grande source de fierté et beaucoup d'espoir. C'est génial. Alors, quelle différence avez-vous pu identifier entre les élèves qui bénéficient du dispositif et ceux qui n'y ont pas accès? Alors, la grosse différence, vraiment, c'est la temporalité. Je veux dire par là que le dispositif permet une scolarité plus souple, avec des temps d'inclusion dans la classe, mais des temps dans le dispositif. Ces temps dans le dispositif, ça permet aux aux élèves de souffler, d'avoir un endroit calme, sans bruit. Parce que la grosse difficulté pour nous, les 10, c'est tout ce qui est sensorialité. Donc le brouhaha, la lumière, ça nous fatigue énormément. Et donc rester concentré dans une classe où il y a beaucoup de monde, même s'il y a le silence, il y a toujours quelque chose qui va perturber. Un stylo qui tombe, quelqu'un qui chuchote, et ne serait-ce que sentir la présence des autres, c'est très, très fatigant. Donc, ceux qui ne disposent pas du dispositif, à la fin de la journée, ils sont totalement épuisés. Ceux qui bénéficient du dispositif, ils ont cet endroit cocon pour venir se
poser ou travailler ou vraiment se poser. J'ai beaucoup d'élèves qui viennent à la pause méridienne faire la sieste. Ok. Tout simplement, se poser une demi-heure on baisse la lumière, on fait silence, interdiction du téléphone, on se pose. Voilà. Et ça leur est très bénéfique. Ok. Et il y a aussi cette souplesse aussi dans l'enseignement. C'est-à-dire, par exemple, les élèves classiques avec une 10 aussi moins sévère, ils sont dans la classe toute la journée, ils sont obligés de suivre l'enseignement qui leur est donné. Pour tout le monde, pareil. Dans le dispositif, pas du tout. Par exemple, des élèves vont arriver à suivre très très bien en mathématiques dans leur classe, mais en français, ils ont plus de difficultés. Eh bien, on vient faire le français dans le dispositif. D'accord. On reprend à un niveau plus bas. Parfois, j'ai des élèves qui, en lecture, et donc ils ont 15, 16, 17 ans, en lecture, ils ont un niveau CE2. Ça arrive très souvent. Eh bien, on retravaille la lecture dans le dispositif parce que la lecture, elle est nécessaire partout, dans toutes les matières, mais le reste, ils s'en sortent. Super, Voilà. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui ? Alors, un message très fort. Il faut dédramatiser le handicap. Je sais que c'est très difficile de recevoir un diagnostic pour son enfant d'une situation de handicap. Mais ils s'en sortent. Moi, j'ai l'habitude de dire que mes élèves sont extraordinaires. Et qui sont capables. Alors, ils sont autrement capables. Ça, je n'arrête pas de leur dire. Chaque enfant a sa potentialité. Et il faut les révéler, les dévoiler. Il y a beaucoup de dispositifs, de structures qui peuvent aider. Il ne faut pas hésiter à y aller. Je sais que ça fait peur. Je sais que quand on entend des enseignants d'école primaire, collège, vous dire votre enfant serait mieux en IME, en SECPA, dans un dispositif Ulysse, c'est terrifiant. Mais on est là pour les soutenir. Et il faut dédramatiser ces dispositifs. Nos élèves sont en réussite. Ils peuvent faire des études avec leurs possibilités, tout simplement, comme tous les autres adolescents. Merci beaucoup pour votre message et merci beaucoup d'être venu jusqu'à moi pour qu'on puisse faire cet enregistrement. Mais merci à vous, Sarah. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.